Le 26 juillet 2009, l'une des autoroutes les plus fréquentées de l'État de New York, la Taconic State Parkway, a été le théâtre d'un accident qui a choqué l'Amérique et reste l'une des tragédies les plus mystérieuses de l'histoire de la circulation. Au centre de cette tragédie, Diane Schuler, 36 ans, épouse, mère et sœur apparemment parfaite, a causé de manière inattendue la mort de 8 personnes, dont elle-même, son fils, 3 nièces et 3 parfaits inconnus. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un accident de la route, c'est celle du choc et de l'incompréhension, des mystères humains qui restent parfois irrésolus, et de la façon dont l'image extérieure d'une personne bien intentionnée peut cacher quelque chose de totalement inattendu. Pourquoi une mère exemplaire, qui n'avait jamais eu de comportement inadéquat auparavant, s'est-elle soudain retrouvée au volant, roulant sur la voie inverse? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Un choix conscient, un accident fatal ou une tragédie inaperçue qui s'est jouée dans son esprit? La conversation semblait banale, mais peu après, vers 13 heures, Emma, 8 ans, a téléphoné à son père Warren et a prononcé ces mots inquiétants. « Quelque chose ne va pas avec tante Diane ». On entendait des cris et des pleurs d'enfants en arrière-plan et, après un peu plus de 2 minutes, l'appel a été interrompu. Warren a essayé de rappeler et a entendu les paroles confuses de sa sœur. Au lieu de s'adresser à lui, elle s'adressait à son mari Daniel pour une raison quelconque. Warren a demandé à Diane de s'arrêter immédiatement et de l'attendre, mais elle n'a pas obéi. Au lieu de cela, elle a continué son chemin, roulant vers le nord au lieu du sud, même si cette route lui était familière. Ce qui se passait dans la voiture de Diane à ce moment-là reste un mystère. Son téléphone portable, jeté ou laissé accidentellement sur place après une crise de vomissement, a été retrouvé plus tard sur le bord de la route, près du poste de péage. La chronologie des événements a rapidement révélé qu'à 13h33, la ligne 911 a commencé à recevoir des signalements d'un monospace rouge roulant à vive allure sur l'autoroute Taconic, à contre-courant de la circulation. Les automobilistes ont décrit la même image. Un véhicule roulant à contresens à plus de 120 km/h, ignorant les panneaux de signalisation et ne répondant pas aux signaux des autres conducteurs. À l'un des carrefours, Diane a ignoré les panneaux d'avertissement, s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et a continué à rouler comme si de rien n'était. Les témoins ont décrit son état comme celui d'une indifférence totale. Ses mains étaient soigneusement placées sur le volant, au numéro 10 et 2. Son visage restait calme et son regard était détaché. Elle semble ignorer les voitures dont les signaux déchirent l'air, ainsi que le crissement des freins des voitures qui s'éloignent de la collision. Quelques minutes plus tard, ce trajet dans la circulation qui a duré plus de 3 km s'est terminé en tragédie. Le monospace de Diane est entré en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer. Le choc a été si violent que la seconde voiture a été projetée contre un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Ce qui devait être un retour normal à la maison s'est transformé en catastrophe, laissant derrière lui une destruction et un chagrin qui restent inexpliqués. Tout s'est passé en quelques secondes. 7 des 11 personnes impliquées dans cet accident de voiture sont décédées sur le coup. Une autre est décédée plus tard à l'hôpital. 8 personnes sont donc mortes dans l'accident provoqué par Diane Schuler, dont elle. Elle, sa fille de 2 ans et 2 neveux et nièces sont morts sur le coup. Les 5 enfants se trouvaient sur la banquette arrière, mais ils n'étaient pas assis dans des sièges auto et n'étaient pas attachés. 3 passagers de la Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, sont également décédés sur place. Les 2 passagers du Chevrolet Tracker ont heureusement été soignés pour des blessures légères. Brian, le fils de Diane âgé de 5 ans, et l'une de ses nièces ont survécu à l'accident et ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital local.
On a diagnostiqué chez Brian un grave traumatisme crânien et plusieurs fractures aux bras et aux jambes, mais après plusieurs semaines d'hospitalisation, il s'est finalement rétabli. Il a déclaré plus tard n'avoir aucun souvenir de l'accident, mais selon un parent, le garçon a dit à plusieurs reprises « Maman avait mal à la tête. Elle ne voyait rien. Elle ne voyait rien. » Malheureusement, la troisième fille de Warren n'a pas survécu non plus. Le lendemain de l'accident, elle est décédée à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Warren Hans, le frère de Diane Schuler, a perdu tous ses enfants à cause des actes de sa sœur. Les premières personnes à se rendre sur les lieux de l'accident ont été deux hommes qui passaient par là au hasard. Ils ont abandonné leur voiture et ont tenté d'aider les victimes en sortant Madame Schuler et les enfants du monospace, Brian, 5 ans, étant le dernier à être sorti car il se trouvait tout en bas, sous les corps des 4 autres enfants. Apparemment, c'est la seule chose qui a sauvé la vie du petit garçon. Plus tard, les deux témoins diront à la police qu'en sortant les victimes de la voiture, ils ont remarqué des tessons d'une bouteille de vodka Absolut cassée sur le sol, côté conducteur. Leur rapport sera pris en compte lors de l'autopsie du corps de Diane Schuler. Le 4 août 2009, un rapport toxicologique a été publié faisant la lumière sur les circonstances de la tragédie, mais soulevant encore plus de questions. L'examen médico-légal a révélé que Diane Schuler était dans un état d'intoxication grave par l'alcool et les drogues. Son sang contenait environ 0,19% d'alcool, soit l'équivalent d'au moins 10 verres d'alcool fort. Ce taux est plus de 2 fois supérieur à la limite légale fixée par la loi de l'État de New York, 0,08%. En outre, il restait de l'alcool dans l'estomac qui n'avait pas encore eu le temps d'être absorbé. Outre l'alcool, des traces de THC, tétrahydrocannabinol, l'ingrédient actif de la marijuana, ont été trouvées dans l'organisme de Diane. L'analyse a montré qu'elle avait consommé de la marijuana quelques minutes avant l'accident. Ces résultats expliquent son comportement étrange au volant, notamment sa désorientation, sa conduite agressive et ses troubles de l'élocution. Cependant, elles ont également soulevé une série de nouvelles questions. Diane avait-elle déjà pris le volant en état d'ébriété? Si ce n'est pas le cas, où et quand a-t-elle eu le temps de boire et de fumer autant? D'où provenaient la vodka et la marijuana dans la voiture? Comment a-t-elle pu consommer tout cela en conduisant 5 enfants en bas âge? Pourquoi aucun des témoins, y compris les employés de la station-service et du fast-food, n'a remarqué son état ou ne l'a signalé à la police? Enfin, Diane était-elle alcoolique et toxicomane? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui aurait pu la pousser à agir de la sorte? La dernière question se pose avec une acuité particulière. Son entourage décrivait Diane comme une femme fiable, stable, menant une vie normale et peu encline aux abus. Elle n'avait jamais été considérée comme dépendante de l'alcool ou de la drogue. De plus, sa famille a catégoriquement nié qu'un tel comportement la caractérisait. Un nouveau mystère est apparu. Qu'a-t-il pu se passer dans la vie de Diane Schuler pour qu'elle se mette à boire de la vodka directement à la bouteille et à fumer de la marijuana alors qu'elle était en voiture avec ses 5 enfants? La réponse à cette question reste la clé pour comprendre l'ensemble de la tragédie. Comme l'affirment encore aujourd'hui les voisins, les parents et les connaissances, la famille Schuler était absolument prospère et ressemblait extérieurement à une illustration d'un magazine familial. Pas immense, mais belle et confortable maison à West Babylon, achetée par le couple peu de temps après leur mariage. Un jardin spacieux où des réunions amicales étaient souvent organisées. Diane, perfectionniste par nature, n'est pas belle, mais c'est une femme de caractère qui aime recevoir. Des journées barbecue où elle s'occupe de son mari, de ses enfants et de ses amis avec le sourire, voulant donner à chacun le plus de confort et d'attention possible. Cause possible, douleur
et automédication. Une théorie suggère que Diana souffrait d'un mal de dents sévère dû à un abcès. Cela l'a peut-être amené à chercher des analgésiques ou à s'automédiquer en consommant de l'alcool et de la marijuana. La douleur, amplifiée par les effets de ces substances, aurait pu la conduire à un état de délire, ce qui expliquerait son comportement irrationnel. La consommation combinée d'alcool et de marijuana peut amplifier considérablement leurs effets sur l'organisme. Il est tout à fait possible que Diana n'ait pas réalisé à quel point les conséquences de ses actes ce jour-là auraient pu être dangereuses. Cette histoire reste l'une des tragédies les plus discutées, suscitant de nombreux débats sur la responsabilité personnelle, la santé psychologique et les dépendances cachées. Après la publication du rapport toxicologique, beaucoup ont essayé de trouver des raisons et des explications à l'acte de Diane Schuler, mais au lieu de réponses, des questions encore plus profondes sont apparues. La famille des victimes et les allégations contre Daniel Schuler. Les proches des victimes de l'accident, en particulier les familles Bastardi, ont affirmé que Daniel Schuler, le mari de Diane, était indirectement responsable de ce qui s'était passé. Ils l'accusent d'avoir été au courant de la dépendance de sa femme à l'alcool et aux drogues, mais d'avoir fermé les yeux. Ils ont mis en évidence des signes évidents, tels que la prise de poids spectaculaire de Diane au cours des dernières années, qui auraient pu être révélateurs de problèmes d'alcool. Ils ont également mis en doute l'affirmation de Daniel selon laquelle la vodka qui se trouvait dans la voiture était réservée à un usage récréatif. Daniel Schuler, pour sa part, a nié toutes les allégations. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque dépendance de sa femme et a affirmé qu'elle avait toujours été une personne fiable. Il s'est souvenu de la matinée précédant le voyage comme étant tout à fait normale, affirmant que Diane ne présentait aucun signe de malaise ou de comportement inhabituel. Question pour Warren Hans. Le comportement de Warren Hans, le frère de Diane, qui, après avoir reçu un appel téléphonique inquiétant de sa fille, n'a pas informé la police, a fait couler beaucoup d'encre. La famille Bastardi pense que si Warren avait contacté immédiatement le 911, la tragédie aurait pu être évitée. Cependant, Warren a expliqué son geste par le fait qu'il pensait que Diane avait un problème de santé, comme un accident vasculaire cérébral ou une hypoglycémie, mais n'a pas suggéré qu'elle pouvait être en état d'ébriété. Croyance sur l'alcoolisme caché. L'une des principales théories débattues dans la société est celle de l'alcoolisme caché. Ce phénomène, dans lequel une personne boit de l'alcool seule et cache soigneusement sa dépendance, permet à de nombreuses personnes de maintenir l'illusion d'une vie normale pendant des années. De tels cas sont en effet connus et confirment que les proches, y compris les membres de la famille, peuvent ne pas être conscients du problème. Les partisans de cette version ont mis en avant les résultats des analyses toxicologiques et la possibilité que Diane ait pu présenter des signes précoces d'alcoolisme qui ne se sont manifestés de manière critique que le jour de la tragédie. Autre théorie. Certains ont suggéré que le comportement de Diane ce jour-là pouvait être dû à un épuisement émotionnel ou à un stress important. Elle a été décrite comme une femme qui recherchait la perfection dans tous les domaines, travail, famille et communauté. Cette tension psychologique a pu atteindre son paroxysme et Diane a tenté d'endormir sa douleur intérieure avec de l'alcool et de la marijuana. On a également évoqué la possibilité qu'elle ait souffert d'un malaise physique, comme une rage de dents, et qu'elle ait consommé de l'alcool et des drogues pour calmer sa douleur. Effets à long terme sur la famille Schuler. Daniel Schuler a continué à affirmer qu'il ne savait rien des addictions de sa femme et qu'il ne l'avait jamais vue en état d'ébriété. Cependant, l'accident a complètement changé sa vie. Il a perdu non seulement sa femme et sa fille, mais aussi la stabilité, le respect social et l'équilibre psychologique. Il continue d'être tourmenté par des questions. Que s'est-il passé exactement ce jour-là?
Et aurait-il pu faire quelque chose pour l'éviter? On ne sait toujours pas ce qui a poussé Diana à prendre une telle combinaison de substances et ce qui lui est passé par la tête au moment de la tragédie. Cette histoire nous rappelle tragiquement à quel point les conséquences de la consommation d'alcool et de drogue peuvent être imprévisibles et effrayantes. Les réponses à de nombreuses questions restent insaisissables. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une erreur ponctuelle due au stress ou de la conséquence de dépendance cachée. Mais une chose est indiscutable, 8 vies, dont celle de Diane, ont été tragiquement interrompues, laissant derrière elles de la douleur, des questions et un appel à une meilleure compréhension de la psychologie humaine et de la nature de la dépendance. 14 octobre 2025, Milan. Une soirée imprégnée de l'odeur de la pluie d'automne et du brouhaha des rues qui se préparent à s'endormir. Au 3e étage d'un immeuble résidentiel moderne, où règnent habituellement la lumière, la musique et les rires, retentit le cri désespéré d'une femme. « Aiuto, aiuto, au secours, au secours !» Cette voix qui transperce l'air fait sursauter tous ceux qui l'entendent. Au début, les voisins pensent qu'il s'agit simplement d'une nouvelle dispute ou peut-être du téléviseur. Mais 1 minute plus tard, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un jeu. Dans cette voix, on entendait la peur, le pressentiment de la fin, le désir de se sauver à tout prix. Dans l'appartement d'où provenaient les cris vivait Pamela Genini, 29 ans, mannequin, présentatrice de télévision et entrepreneuse italienne. Une jeune femme dont tout le pays connaissait le visage. Elle participait à des émissions de télé-réalité, animait des émissions en direct, dirigeait sa propre marque de vêtements de plage et semblait tout avoir. La beauté, le succès, la confiance en soi, des milliers d'admirateurs. Mais derrière cette façade glamour se cachait une réalité que peu de gens connaissaient. Quelques semaines avant la tragédie, Pamela avait tenté de mettre fin à sa relation toxique avec son partenaire, Gianluca Soncini, âgé de 52 ans. Il était plus âgé, plus expérimenté, plus autoritaire. Un homme qui l'avait autrefois comblé de cadeaux, puis de contrôle. L'amour, qui avait commencé par l'admiration, s'était terminé par des menaces et la peur. Selon ses amis, Pamela avait tenté de partir. Mais quitter un tel homme s'était avéré plus difficile qu'il n'y paraissait. Il ne voulait pas la laisser partir. Et ce n'était pas une simple rupture, c'était une bataille pour la liberté qui s'était terminée dans le sang. Ce soir-là, Pamela était seule à la maison. Elle écrivait des messages, planifiait une réunion pour le lendemain, se préparait pour une séance photo. Sur la table, il y avait une tasse de café à moitié vide. Sur le lit, une trousse de maquillage ouverte, et sur le sol, près du miroir, la robe qu'elle avait l'intention de porter. Tout semblait normal pour une jeune femme qui menait une vie ordinaire. Vers 22 heures, la porte de son appartement s'est ouverte. Comment? La police a déterminé plus tard qu'il s'agissait d'un double de la clé. Soncini savait que Pamela avait changé les serrures, mais il s'est avéré qu'il avait quand même une clé de rechange et il a attendu qu'elle soit seule. Il est entré silencieusement, au début sans faire de bruit. Pamela a entendu du bruit et a pensé que c'était peut-être un voisin ou un livreur. Mais quand elle a vu son visage, elle a pâli. Il portait une veste en cuir et avait le regard vide. Il tenait un couteau dans ses mains. Une lutte courte mais désespérée a commencé. Pamela a essayé de s'enfermer dans sa chambre, mais il a enfoncé la porte. Les cris, le bruit du verre brisé, la chute d'objets, tout s'est mélangé en un seul bruit. Les voisins ont appelé la police. Le répartiteur a enregistré l'appel à 22h04. Une femme crie. Il s'agit peut-être d'une agression. Lorsque la patrouille est arrivée, la porte était verrouillée de l'intérieur. Les policiers ont essayé de frapper à la porte pendant plusieurs minutes, mais sans réponse.
l'un d'eux a alors enfoncé la serrure. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur restera gravé dans leur mémoire toute leur vie. Pamela gisait sur le balcon, sous la lumière d'un réverbère. Elle était couverte de sang. À côté d'elle se trouvait un couteau, des traces de sang et un homme assis par terre, blessé au cou. Il avait tenté de se trancher la gorge, mais avait survécu. Les médecins arrivés sur place ont dénombré 24 coups de couteau sur le corps de la jeune femme. Certains étaient mortels, d'autres défensifs, car elle avait tenté de se protéger avec ses mains. On a tenté de sauver Pamela, mais elle est morte avant l'arrivée de l'ambulance. Lorsque le monde a appris la nouvelle, toute l'Italie s'est figée. Les médias ont relayé l'information et les réseaux sociaux se sont remplis de photos en noir et blanc de Pamela, accompagnée de la légende « Giustizia per Pamela », « Justice pour Pamela ». Les gens ne pouvaient pas croire que celle qui semblait être l'incarnation de la joie ait trouvé une mort aussi horrible. Son compte Instagram était rempli de photos colorées, plages, fêtes, mode, rire. Sous les photos, des dizaines de commentaires « Tu es une source d'inspiration, tu es la lumière ». Mais derrière cette lumière se cachait une ombre qu'elle essayait de dissimuler. Elle écrivait à ses proches qu'elle avait peur. Elle racontait que son ancien partenaire ne la laissait pas tranquille, qu'il venait sans prévenir, la surveillait, lui envoyait des menaces. Une fois, elle a même dit à sa mère « Il ne me laissera pas partir. Il ne peut pas me laisser partir. » Mais la police n'a reçu aucune plainte officielle. Elle espérait que tout s'arrêterait tout seul. La tragédie a montré que le silence coûte souvent la vie. Qui est Gianluca Soncini? Un homme qui, dans le passé, était impliqué dans le commerce de voitures de luxe. Il avait des relations, de l'argent, de l'influence. Mais derrière cette façade de réussite se cachèrent des problèmes avec la justice, des soupçons de malversation financière et de fraude. Il était connu pour être charismatique, mais colérique. Il avait rencontré Pamela quelques années auparavant lors d'un événement. Elle était jeune et pétillante, lui plus âgé et plus expérimenté. Leur relation a évolué rapidement. Voyages, cadeaux, photos ensemble. Mais bientôt, leurs amis ont commencé à remarquer des signes inquiétants. Il est devenu jaloux, contrôlant, exigeant qu'elle travaille moins, supprime ses photos, limite ses communications. Peu à peu, son amour s'est transformé en obsession. Il vérifiait son téléphone, l'attendait devant l'entrée de son immeuble, faisait des scènes de jalousie. Un jour, il lui a dit « Si tu pars, je te tuerai, et je me tuerai aussi. » Ces mots semblaient émotionnels, mais ils se sont finalement révélés prophétiques. La police a découvert plus tard qu'il la suivait depuis plusieurs jours avant le meurtre. Il se garait près de chez elle, l'appelait sans rien dire, se contentant de respirer dans le combiné. Pamela avait dit à ses amis qu'elle allait déménager, mais elle n'avait pas eu le temps. La tragédie s'est produite au moment où elle avait enfin décidé de briser ce cercle vicieux. Le 14 octobre, elle a appelé une amie et lui a dit « Je suis libre. Aujourd'hui, je suis enfin seule. Tout est derrière moi. » 1 heure plus tard, elle n'était plus là. L'enquête est devenue l'une des affaires les plus médiatisées de l'année. Les journalistes ont campé devant le palais de justice, les photographes ont pris des clichés et le parquet italien a qualifié l'affaire de féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme en raison de son sexe et de ses relations. En Italie, ce terme est utilisé lorsqu'un homme tue une femme par jalousie, par désir de contrôle ou par soif de pouvoir. La société a perçu la mort de Pamela comme le symbole d'un phénomène trop fréquent et trop discret. Dans le contexte de cette affaire, les politiciens ont évoqué une nouvelle vague de violence à l'égard des femmes. Chaque année en Italie, une centaine de femmes sont tuées par leur partenaire actuel ou ancien. Leurs noms sont rarement connus. Mais aujourd'hui, un nom est sur toutes les lèvres, Pamela Giannini. Sa mère a déclaré dans une interview « Je lui ai dit, pars, il est dangereux. »
mais elle croyait encore pouvoir le convaincre de se séparer en bons termes. Il ne l'écoutait pas. Il voulait la posséder. Les enquêteurs ont établi que son chien avait préparé son crime à l'avance. Il avait acheté un couteau quelques jours auparavant et avait étudié l'emploi du temps de Pamela. Sur son téléphone, on a trouvé les requêtes suivantes. Comment ouvrir une porte sans faire de bruit? Comment tuer rapidement d'un coup dans le cou? Ce n'était pas un hasard, c'était une vengeance de sang-froid. Lorsqu'il a été arrêté, il était conscient et refusait de parler. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais selon le personnel médical, il n'a même pas demandé de nouvelles de Pamela. Plus tard, lors de l'interrogatoire, il a simplement déclaré « Je l'aimais. Si elle n'est pas à moi, elle ne sera à personne. » Ces mots ont fait la une des journaux et ont suscité une vague d'indignation publique. Une cérémonie commémorative a eu lieu à Milan. Des milliers de personnes se sont rassemblées avec des bougies roses, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Plus jamais ça ». La voix de Pamela doit être entendue. Ses chansons préférées ont résonné sur la place et, à la fin de la soirée, une lettre écrite par sa mère a été lue. Ma fille croyait en la vie. Elle se battait pour l'amour et la liberté. Que sa mort soit le début d'un changement, afin que d'autres femmes n'aient pas peur de demander de l'aide. Cette histoire a bouleversé l'Italie. Elle a été discutée dans des talk-shows, au Parlement, dans les rues. Pour beaucoup d'hommes, cela n'a été un miroir. Il est facile de voir à quel point les frontières entre l'amour et la possessivité s'effondrent. Les psychologues expliquent que de tels cas ne sont pas le résultat d'un accès de colère soudain, mais de longues années de contrôle. Au début, l'homme vérifie qui appelle, puis il limite le cercle social. Ensuite, il menace, et quand la femme essaie de partir, il transforme cela en punition. C'est ainsi que naît le cycle de la violence, qui se termine par une tragédie. Après la mort de Pamela, des initiatives visant à réformer la législation ont été lancées. Il a été proposé d'augmenter les peines pour les menaces, d'améliorer la protection des victimes, de créer davantage de refuges et de lignes d'assistance téléphonique. Mais pour la famille de la jeune fille, ce n'est qu'une maigre compensation. Ils attendent toujours le procès. Gianluca Soncini est incarcéré à la prison de San Vittore. Il est accusé d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes, de torture et de violences sexistes. Le procureur requiert la prison à perpétuité. Son avocat tente de prouver qu'il a agi sous le coup d'une crise émotionnelle. Mais les enquêteurs ne le croient pas. Trop de preuves indiquent une préméditation. Les psychiatres ont reconnu qu'il était pleinement conscient de ses actes. Aujourd'hui, l'appartement où tout s'est passé est vide. Sur le balcon où Pamela est morte, des fleurs et des messages laissés par des inconnus sont accrochés. « Tu n'es pas seul. Nous t'entendons. Repose en paix. » Chaque année, le jour de sa mort, des gens viennent y allumer une bougie. Les voisins se souviennent encore du cri qui venait de l'intérieur. « Aiuto !» Il résonne encore dans leur tête. Cette histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement. Un avertissement que la violence ne commence pas par un coup. Elle commence par le contrôle, la jalousie, par « je m'inquiète juste pour toi ». Pamela a compris trop tard que la peur n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, son histoire vit dans des centaines de publications, de documentaires, de comptes rendus judiciaires. Mais surtout, elle est devenue un symbole de lutte. Pamela Giannini était une jeune femme qui rayonnait sur les podiums, qui inspirait, qui construisait sa carrière, qui rêvait d'avenir. Sa vie a été interrompue non pas par le destin, mais par l'obsession de quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un dit « l'amour, c'est la possession », il faut se souvenir de son histoire. Elle rêvait d'une maison au bord de la mer, d'une famille, d'enfants. Elle prévoyait de créer une fondation caritative pour les femmes victimes de violences.
Ses amis se souviennent qu'une semaine avant sa mort, elle avait enregistré une vidéo dans laquelle elle disait « Nous devons être courageux. Si quelque chose ne va pas, il faut partir. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prophétie. La lumière de Pamela Giannini s'est éteinte trop tôt. Mais peut-être que son histoire incitera d'autres femmes à ne pas se taire et la société à ne pas rester indifférente. Et que ce cri « Aiuto » devienne un rappel éternel. Si vous entendez quelqu'un appeler à l'aide, n'attendez pas, agissez. Car parfois, une minute peut décider d'un destin, et parfois, elle peut sauver une vie. Il est impossible de lire la conclusion de cette histoire tragique sans avoir le cœur lourd. La mort de Pamela Giannini n'est pas simplement une nouvelle affaire criminelle parmi d'autres. C'est le symbole de l'effondrement des illusions. L'histoire de la façon dont l'amour, devenu obsession et contrôle, peut causer la mort d'une personne qui ne rêvait que de liberté et de bonheur. Quand on regarde les photos de Pamela souriante à l'objectif, rayonnante sur les plateaux de tournage ou partageant des clichés de ses voyages, il est impossible de croire que derrière ce sourire se cachait la peur, l'angoisse et une tension intérieure. Elle vivait dans un monde où la beauté était un métier, mais elle a elle-même été victime de la laideur de la jalousie humaine. Cette histoire touche au plus profond de l'âme, car elle contient trop d'éléments familiers. Pamela n'est pas la seule à avoir tenté de se sortir d'une relation toxique, à avoir prévenu, à avoir senti le danger approcher. Elle écrivait à ses amis, disait qu'elle avait peur. Elle comprenait que le danger était réel. Et pourtant, le système de protection, la société et, peut-être, ceux qui auraient pu intervenir n'ont pas réagi à temps. Cette nuit-là a été la dernière pour elle. Chaque cri entendu par les voisins résonne désormais dans les oreilles de tout le pays. Les psychologues affirment que de tels cas surviennent rarement de manière soudaine. Avant l'explosion, il y a presque toujours des signaux d'alarme. Contrôle, jalousie, isolement, agressivité, tentative de surveillance. Tous ces signes indiquent que la relation a franchi une ligne rouge. Pamela, comme beaucoup d'autres femmes, n'a pas immédiatement réalisé à quel point son partenaire était devenu dangereux. Elle espérait peut-être pouvoir partir tranquillement, que tout se terminerait par des mots et non par du sang. Mais celui qui ne sait pas perdre transforme souvent l'amour en destruction. Cette tragédie doit servir de leçon. À la société, à la justice, à nous tous. Chaque fois que nous entendons parler de violence domestique, chaque fois que quelqu'un dit « ce n'est qu'une dispute, c'est leur affaire privée », nous devons nous souvenir de Pamela. Car, à ce moment précis, quelqu'un d'autre est peut-être entre la vie et la mort, attendant que quelqu'un intervienne. Trop souvent, ces histoires se terminent de la même manière. Par des cris, l'arrivée tardive de la police et la photo d'une jeune fille souriante dans les journaux. Ces dernières années, en Italie comme dans de nombreux pays, le nombre de crimes liés à la violence sexiste est en augmentation. Derrière chaque cas se cache une personne réelle. Une mère, une sœur, une amie, une collègue. Et chaque fois que cela se produit, la société jure que cela ne se reproduira plus jamais. Mais le temps passe et tout recommence. Pour que cela ne se reproduise plus, il faut parler, il faut agir. Il faut cesser de considérer ces histoires comme des exceptions. Il s'agit d'un problème systémique qui nécessite des mesures énergiques. Pamela n'était pas seulement mannequin. C'était une femme intelligente, forte et indépendante, qui avait bâti une carrière, une entreprise et une renommée. Mais aucune gloire, aucun argent, aucune publication dans les magazines ne peuvent protéger du danger lorsqu'on côtoie une personne pour qui l'amour est synonyme de possessivité. Elle s'est battue pour elle-même, a essayé de sortir de ce cercle vicieux, mais n'a pas réussi. Sa mort n'est pas un accident, mais la conséquence de l'ignorance des avertissements. Quand on regarde les images de la scène du crime,
où l'on aperçoit, sur fond de ciel crépusculaire, le balcon qui a été le théâtre des derniers instants de sa vie, on se sent mal à l'aise. Ce balcon était peut-être autrefois l'endroit où elle buvait son café le matin, prenait des photos, rêvait. Aujourd'hui, il est devenu le symbole de la façon dont les rêves peuvent s'évanouir en un instant. Et cette image est impossible à oublier. Il est important de se rappeler que de telles histoires ne doivent pas se terminer comme un meurtre de plus. Chaque tragédie doit conduire à des changements, dans les lois, dans la conscience publique, dans les comportements. Il faut que les voix des victimes soient entendues à temps. Que la police réagisse aux signaux de violence, non pas après plusieurs heures, mais instantanément. Que chaque femme sache qu'elle n'est pas seule, qu'il y a des gens prêts à l'aider, des services qui répondront à son appel. L'histoire de Pamela est un appel à ne pas détourner le regard, à écouter ceux qui sont à nos côtés, à remarquer les signes inquiétants. Parfois, une simple participation, une conversation ou un soutien peuvent sauver une vie. Il est important de ne pas rester indifférent, car l'indifférence tue souvent autant qu'un couteau. Pamela rêvait d'avenir, d'une famille, de nouveaux projets. Elle ne pensait pas qu'elle ferait un jour partie des faits divers. Sa vie s'est terminée trop tôt, mais son souvenir peut être le début de quelque chose d'important. Un mouvement qui protégera ceux qui vivent encore aujourd'hui dans la peur. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas que chaque minute de votre attention peut être une chance pour quelqu'un d'autre. Si vous connaissez une personne qui se trouve dans une relation dangereuse, ne restez pas silencieux. Avertissez-la, aidez-la, appelez la police. Parfois, c'est la seule chance de sauver une vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez que ces histoires réelles, difficiles mais importantes, continuent d'être relayées. Nous parlons de sujets souvent passés sous silence afin que le souvenir des victimes ne disparaisse pas dans le fil d'actualité. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Selon vous, comment peut-on éviter de telles tragédies ? Faut-il durcir les lois ou changer le système de protection ? Vos réflexions sont importantes, car c'est précisément à partir de telles discussions que naît la prise de conscience. Et la prise de conscience est le premier pas vers le changement. Pamela ne pourra plus raconter son histoire, mais nous pouvons faire en sorte que sa voix ne soit pas vaine. Que cette vidéo soit un rappel. Personne ne mérite la peur, la douleur ou le contrôle. L'amour n'est pas le pouvoir, la possession ou la rage. L'amour, c'est la liberté. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, si vous vous sentez en danger, n'attendez pas. Demandez de l'aide, parlez, agissez. Car chaque histoire racontée à temps peut sauver une vie. Abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre possible de personnes connaissent l'histoire de Pamela. Que sa tragédie ne soit pas une fin, mais le début d'un changement. Tout a commencé à l'été 2025, à une période où la plupart des étudiants font des projets d'avenir, rêvent de voyages et de nouvelles découvertes. Park Min-ho, un étudiant sud-coréen de 23 ans, ne faisait pas exception. Il venait de terminer son semestre et voulait découvrir le monde, s'essayer à l'étranger. Il est tombé sur une offre alléchante sur Internet. Un emploi au Cambodge, un salaire stable, un logement gratuit, des perspectives de carrière. Tout semblait tout à fait légal. L'entreprise avait un site web, un logo officiel et même des avis d'autres participants. Il a dit à sa famille qu'il ne partait que pour quelques jours, juste pour une réunion et une exposition. Ses parents ne se sont pas inquiétés. Leur fils était raisonnable, calme, peu enclin à prendre des risques. Il a promis d'appeler tous les jours. Mais au bout de 2 jours, le contact a été rompu. Au début, personne n'a paniqué. Dans un autre pays, il se peut que l'Internet ne fonctionne pas, que la carte SIM ne marche pas, ou que ce soit simplement de la fatigue. Mais une semaine plus tard, la mère a reçu un appel étrange. La voix, à l'autre bout du fil, parlait coréen avec un accent.
Elle exigeait 50 millions de won et affirmait que le fils était en danger. L'homme a déclaré que si la famille ne transférait pas l'argent, il ne rentrerait pas à la maison. Effrayés, les parents ont immédiatement contacté la police et le ministère des Affaires étrangères. Mais entre les deux institutions, le tourbillon habituel a commencé. Demande, formalité, vérification. Le Cambodge est loin et chaque lettre prenait des jours. 10 jours après l'appel, le 8 août, des habitants de la province de Kampot ont signalé à la police qu'ils avaient trouvé une voiture abandonnée sur une route de campagne. À l'intérieur se trouvait le corps d'un jeune homme. Son visage était défiguré, ses mains et ses jambes couvertes d'ecchymoses. Plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait bien de Pak Min-ho. La conclusion initiale de la police était froide et distante. La mort était due à une insuffisance cardiaque, mais le corps présentait des traces de torture, brûlures, écorchures, coupures, fractures. Tout indiquait une violence prolongée. Il était évident que le jeune homme n'était pas mort de mort naturelle. L'enquête a été ouverte et il est rapidement apparu que Park avait été victime d'un vaste réseau criminel, se livrant à la traite d'êtres humains et au travail forcé sous le couvert de offres d'emploi à l'étranger. Le fonctionnement de ces réseaux est simple. On propose à des jeunes un travail à distance ou un emploi dans le domaine du marketing, de l'informatique ou de la finance. On les convainc qu'il s'agit d'une activité légale, on leur fait signer des contrats et on leur paie le billet d'avion. Mais dès qu'ils arrivent au Cambodge, tout change. On leur confisque leur passeport, on leur coupe leur téléphone et on bloque leurs réseaux sociaux. Ils sont ensuite emmenés dans un complexe isolé où ils sont retenus captifs. Là, ils sont contraints de travailler dans des centres frauduleux. Ce sont des endroits où des milliers de crimes sont commis chaque jour à travers le monde. Appels provenant de fausses banques, envois de courriels de phishing, escroqueries liées à des investissements. Les personnes sont contraintes de participer à ces stratagèmes sous la menace de mort ou de torture. Un témoin survivant, qui se trouvait dans le même camp que Pak, a raconté plus tard à la police qu'ils étaient contraints de travailler 16 à 18 heures par jour. Toute tentative de refus se soldait par des coups. Les gens étaient battus avec des barres métalliques, des pistolets électriques, privés d'eau et de nourriture. Il a déclaré que Pak était calme, travailleur et qu'il espérait que tout cela prendrait fin. Il a essayé de convaincre les gardiens de le libérer, leur disant que sa famille paierait. Mais c'est précisément ce qui a alerté les criminels. Le jeune homme avait de l'argent. Ils ont commencé à le torturer, exigeant que sa famille paie une rançon. Lorsque l'état de Pak est devenu critique, les surveillants ont décidé de le transporter dans une voiture afin de mettre en scène une mort subite. Il est décédé pendant le trajet et son corps a été abandonné sur une route déserte, comme s'il était mort de lui-même. La nouvelle du meurtre a bouleversé la Corée du Sud. Au début, personne ne pouvait y croire. Comment un étudiant parti avec un contrat légal s'était-il retrouvé entre les mains de criminels? Pourquoi personne n'était-il intervenu plus tôt? Le ministère des Affaires étrangères a envoyé une délégation d'urgence au Cambodge. Le président du pays a déclaré que la sécurité des citoyens à l'étranger serait désormais la priorité numéro 1. Des négociations tendues et accusatrices ont commencé entre les deux pays. La Corée du Sud a exigé une autopsie conjointe, soupçonnant les autorités locales de tenter de dissimuler les traces de torture. Parallèlement, il s'est avéré qu'il existait des centaines de cas similaires. Au cours des 2 dernières années, des dizaines de Coréens, de Chinois, de Thaïlandais et de Vietnamiens ont été emmenés de force au Cambodge sous la promesse de salaires élevés. Beaucoup ont disparu sans laisser de traces. Seuls quelques-uns ont réussi à s'échapper. Ils racontent tous le même scénario. Leurs passeports leur sont confisqués. Ils sont coupés de toute communication. Ils sont battus s'ils refusent de travailler
et tués s'ils tentent de s'échapper. Certaines victimes ont vu des gens se faire tuer sous leurs yeux. Les corps étaient emportés pendant la nuit et enterrés à proximité. Dans ces camps, personne ne sait combien de personnes sont réellement mortes. L'enquête a établi qu'une organisation criminelle internationale dirigée par des citoyens chinois était à l'origine de ce trafic. Ils créaient des sociétés fictives, louaient des locaux sous le couvert de centres d'appel, puis y recrutaient des étrangers. Formellement, tout ressemblait à un travail, mais en réalité, c'était une prison. 3 responsables présumés du camp où se trouvait Pak ont été arrêtés. Ils ont été accusés de meurtre, de violence et de fraude. Mais de nombreux suspects sont toujours en liberté, et certains centres continuent de fonctionner après avoir simplement changé d'adresse. Pendant ce temps, la famille de Pak a dû faire face à une nouvelle épreuve. Le corps de leur fils se trouvait toujours au Cambodge. Plus d'1 mois s'est écoulé, mais le processus de rapatriement a été retardé par des tracasseries administratives. Les parents qualifient cela de 2e meurtre. Ils disent que leur fils ne pourra pas reposer en paix tant qu'il ne sera pas rentré à la maison. Chaque jour, leur maison devient plus silencieuse. Sa tasse est toujours posée sur la table et dans sa chambre, ses cahiers ouverts où il notait ses projets pour l'automne. Chaque jour, sa mère entre dans sa chambre et range ses affaires, comme s'il allait revenir. Mais au-delà de cette famille, l'histoire de Chine est devenue le symbole d'un problème plus large. Le Cambodge est depuis longtemps le centre de camps de scams illégaux, des lieux où le trafic d'êtres humains prospère sous couvert d'activités commerciales. On y trouve non seulement des Asiatiques, mais aussi des Africains et des Européens de l'Est. Dans certains camps, 1 millier de personnes travaillent. Elles dorment dans des locaux communs, sous la surveillance constante des gardes. Toute tentative de fuite est punie par la torture. Par peur, rares sont ceux qui en parlent publiquement. Ce n'est qu'après la mort de Pak que beaucoup ont commencé à raconter leur histoire, dans l'espoir d'être enfin entendus. Les autorités sud-coréennes ont créé un groupe spécial pour lutter contre ce type de crimes à l'étranger. Au Cambodge, un centre de crise coréen a été ouvert, où les victimes peuvent se rendre. La police a commencé à surveiller les offres d'emploi et à bloquer les sites suspects. Mais l'ampleur du désastre est énorme. Un étudiant qui s'est échappé a raconté qu'il avait été attiré par une offre d'emploi dans le domaine des crypto-monnaies. Une fois sur place, on l'a forcé à appeler des gens pour leur proposer de faux investissements. Il a raconté avoir vu ceux qui n'y arrivaient pas se faire battre, voire tuer. Ils m'ont dit que si je m'enfuyais, ils trouveraient ma famille en Corée, a-t-il déclaré. Certaines victimes ont avoué par la suite avoir signé sous la contrainte des documents attestant qu'elles travaillaient volontairement. Ces documents étaient utilisés par les criminels pour se protéger de la police. Lorsque les médias ont commencé à parler de ces cas, il est apparu que de tels camps existaient non seulement au Cambodge, mais aussi en Birmanie, au Laos et aux Philippines. Les organisations internationales qualifient cela de nouvelles formes d'esclavage du XXIe siècle. Tout cela se déroule dans un contexte de corruption croissante. Selon les enquêteurs, certains fonctionnaires locaux recevaient des pots de vin pour fermer les yeux sur les activités de ces centres frauduleux. Ils faisaient semblant de ne rien voir alors que des milliers de personnes disparaissaient sans laisser de traces. Pendant que les autorités menaient des négociations, la société réclamait justice. Des étudiants sud-coréens sont descendus dans la rue avec des photos de Pak, exigeant que son corps soit rapatrié et que les coupables soient punis. Le mouvement #JusticeForMinHo a vu le jour sur Internet. L'histoire de Pak a amené beaucoup de gens à réfléchir à la facilité avec laquelle on peut se laisser séduire par des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Après tout, il ne cherchait pas l'aventure. Il voulait simplement travailler honnêtement et aider sa famille. Il a été victime d'un système où la vie humaine vaut moins qu'un clic numérique. Peu à peu, de nouveaux détails ont été révélés. Il s'avère qu'avant sa mort,
Pac a tenté de contacter ses amis. Des messages non envoyés ont été trouvés dans son téléphone. Il ne me laisse pas partir. Si je ne donne pas de nouvelles, ce n'est pas de ma faute. Un autre message contenait simplement le mot « ça fait mal », puis plus rien. Quand son corps a été retrouvé, il portait les mêmes vêtements que le jour de son arrivée. Dans sa poche se trouvait un bout de papier froissé avec une inscription en coréen. « Maman, pardon ». Les enquêteurs pensent qu'il a réussi à écrire cela quelques minutes avant sa mort. Son histoire fait désormais partie d'une vaste enquête. La Corée du Sud coopère avec d'autres pays pour traquer les organisateurs de tels réseaux. Mais les experts préviennent que les racines de ce commerce sont plus profondes qu'il n'y paraît. Derrière chaque centre se cachent des millions de dollars blanchis via des crypto-monnaies et des sociétés écrans. Cependant, il y a de l'espoir. Après la mort de Min Ho, le Cambodge a commencé à mener des raids plus actifs pour libérer les otages. En septembre, des dizaines de personnes ont été sauvées dans 2 grands complexes. Certaines d'entre elles ont déclaré connaître Pac et avoir vu comment il était battu. Chacun de leurs récits est une nouvelle confirmation de la cruauté dont les gens sont capables pour de l'argent. Aujourd'hui, le nom de Pac Min Ho est devenu le symbole de la lutte contre les réseaux criminels qui font commerce du destin des êtres humains. Sa mort a bouleversé non seulement la Corée du Sud, mais toute la région. Cette histoire n'est pas seulement le récit d'un meurtre. C'est le reflet d'une époque où la technologie et la mondialisation se sont retournées contre les plus vulnérables, où les jeunes, rêvant d'une carrière, se retrouvent dans un enfer déguisé en bureau. Et tandis que les gouvernements promettent des réformes, que la police rend compte de raids et d'arrestations, d'autres camps continuent d'exister dans l'ombre. Là-bas, les cris continuent de retentir. Là-bas, ce que personne ne recherche continue de travailler. Le souvenir de Pac Min Ho nous rappelle que chacun d'entre nous doit être prudent. Derrière les belles promesses se cachent souvent ceux qui ne voient dans l'être humain qu'un simple outil. Et tandis que sa famille attend le retour de son corps, tandis que les lettres diplomatiques continuent d'être échangées entre les ministères, nous devons nous souvenir qu'il n'est pas simplement mort. Il a été torturé à mort parce qu'il a fait confiance aux gens. Ce n'est pas l'histoire d'une tragédie fortuite. C'est l'histoire d'une confiance qui s'est transformée en trahison. D'une jeunesse confrontée à une réalité impitoyable, d'un système où la vie humaine devient une monnaie d'échange. Et tandis que nous racontons cette histoire, il est important de se rappeler qu'ailleurs, en ce moment même, une autre personne suit peut-être le même chemin, lit la même annonce, croit aux mêmes promesses. Espérons qu'elle entendra cette histoire avant de devenir le prochain nom dans les bulletins d'information. La vie de Pac Min Ho s'est terminée loin de chez lui, dans un pays étranger où personne ne parlait sa langue et où ses derniers mots se sont dissipés dans l'air chaud de la nuit cambodgienne. C'était un jeune homme ordinaire, comme des millions d'autres étudiants à travers le monde, avec ses rêves, ses espoirs et ses projets. Il ne cherchait pas le danger, il ne défiait pas le destin. Il voulait simplement commencer une vie indépendante, voir le monde et se prouver qu'il était capable de réussir par lui-même. Mais, au lieu de nouvelles opportunités, il s'est heurté à l'abîme de la cruauté humaine, à un système où l'individu cesse d'être une personne et devient une ressource, un moyen de gagner de l'argent pour les autres. Cette histoire nous fait réfléchir non seulement à son destin, mais aussi à celui de milliers d'autres personnes dont nous ne connaîtrons peut-être jamais les noms. Chaque jour, quelqu'un répond à une offre d'emploi, travaille à l'étranger et croit qu'il a devant lui une chance de changer sa vie. Chaque jour, quelqu'un franchit la frontière en pensant que son retour n'est qu'une question de temps. Et chaque jour, quelqu'un se retrouve piégé où on lui demande l'impossible. Travailler sans repos, se taire, obéir, endurer. La mort de Pac n'est pas seulement une tragédie pour une famille, c'est un signal pour toute la société.
elle a montré à quel point l'homme moderne est vulnérable face aux réseaux criminels mondiaux qui se cachent derrière des entreprises légales. À une époque où les frontières s'estompent, où les offres d'emploi et les contrats sont signés en ligne, les criminels ont acquis de nouveaux outils pour tromper. Et tandis que certains voient dans Internet un moyen de réussir, d'autres l'utilisent comme un piège. Mais le plus effrayant, c'est l'indifférence. Elle tue aussi lentement que la torture. Lorsque les fonctionnaires se renvoient des documents pendant des semaines, lorsque les diplomates parlent de procédure, lorsque les policiers haussent les épaules en disant « ce n'est pas de notre ressort », tout cela est aussi une forme de violence. Sans cri ni sang, certes, mais avec le même résultat, des vies humaines se perdent entre les lignes des documents. Le monde devient de plus en plus connecté, mais pas toujours plus humain. Nous apprenons instantanément les nouvelles, nous pouvons observer les guerres et les catastrophes en direct, mais nous détournons de plus en plus souvent le regard de la souffrance des autres, la considérant comme quelque chose de lointain. L'histoire de Pâques nous rappelle que derrière chaque titre, derrière chaque brève mention de « fraudeur ayant torturé un étudiant », se cache une personne réelle. Quelqu'un qui riait, écrivait des messages à ses amis, rêvait de rentrer chez lui. Tout ce qui s'est passé aurait pu être évité. Si le système avait fonctionné plus rapidement, si le signal d'alarme avait été pris au sérieux, si aucun des fonctionnaires locaux n'avait fermé les yeux. Mais l'histoire ne connaît pas le conditionnel. Il ne reste plus que le souvenir et la responsabilité. La responsabilité de chacun est de vérifier, de réfléchir, de ne pas croire aveuglément aux promesses, aussi convaincantes soient-elles. La responsabilité de l'État est de protéger ses citoyens, pas seulement sur le papier. La responsabilité de la société est d'en parler ouvertement, de ne pas laisser ces histoires se perdre dans le flot des actualités. Pour les parents de Min Ho, cet accident est une blessure qui ne guérit pas. Ils ne cherchent pas à se venger, ils veulent simplement que cela ne se reproduise plus. Leur force et leur sérénité sont impressionnantes. Lors des funérailles, la mère a déclaré « Si la mort de mon fils permet de sauver ne serait-ce qu'une seule personne, alors il ne sera pas mort en vain. » Ces mots ont fait le tour de la Corée. Ils sont devenus le symbole que même la plus terrible des tragédies peut donner naissance à l'espoir. Aujourd'hui, des organisations sont créées dans le monde entier pour aider à rechercher les personnes disparues à l'étranger. Des campagnes sont menées pour mettre en garde contre les fausses offres d'emploi. Les gens partagent des histoires dont ils avaient honte auparavant. Et tout cela grâce à des personnes comme Min Ho. Son histoire a été le catalyseur du changement. Mais il est important de comprendre que la lutte contre ce fléau ne fait que commencer. Tant qu'il y aura de la pauvreté, des inégalités, la soif d'argent facile, il y aura toujours des gens pour en profiter. Les criminels ne portent pas de masque, ne se cachent pas dans des souterrains. Ils créent des sites web, font la promotion d'emplois de rêve et utilisent un langage d'entreprise. Ils s'adaptent plus vite que les lois. C'est pourquoi il est important que le souvenir de ces affaires ne s'estompe pas. Que tous ceux qui entendent le nom de Park Min-ho comprennent qu'il n'est pas seulement une victime d'un crime, mais aussi un avertissement. Un avertissement écrit par sa douleur, ses derniers mots, ses rêves brisés. Quelque part, en ce moment même, un autre jeune homme est peut-être assis devant son écran et remplit un formulaire sur un site similaire. Que cette histoire l'arrête ne serait-ce qu'une seconde. Qu'elle l'incite à vérifier, à poser des questions, à réfléchir. Parfois, ce sont ces quelques secondes qui décident du sort d'une personne. Nous vivons à une époque où une vie humaine peut valoir moins cher qu'un billet d'avion. C'est pourquoi il est important de se rappeler que chaque être humain est un univers à part entière et qu'aucune somme d'argent ne peut justifier sa destruction. Après tout, cette histoire ne parle pas seulement de la mort. Elle montre que même après la mort, il reste quelque chose de plus important, la vérité. Une vérité qui ne peut être étouffée, cachée ou réécrite.
Elle vivra tant que nous en parlerons. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, sachez que chacun de vos mots, chacun de vos likes et chacune de vos histoires à ce sujet ont de l'importance. Car le silence est l'allié de ceux qui font le mal. Et la mémoire est leur ennemi. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ne passez pas à côté. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires, car chacune d'entre elles est une chance de rendre le monde un peu plus juste.